Smita, village de Badlapur, Uttar Pradesh, Inde. Viens là, lave-toi, ne traîne pas. C'est aujourd'hui, il ne faut pas être en retard. Dans la cour arrière, la cahute. Smita aide Lalita à se laver. La petite fille se laisse faire, docile. Elle ne proteste même pas lorsque l'eau lui coule dans les yeux. Smita démêle ses cheveux, qui lui descendent jusqu'à la taille. Elle ne les a jamais coupés. C'est la tradition ici. Les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance, parfois toute leur vie. Elle divise la chevelure en 3 mèches, qu'elle entrelace d'une main experte pour en faire une tresse. Elle lui tend ensuite le sari qu'elle a cousu pour elle, des nuits durant. Une voisine lui a offert le tissu. Elle n'a pas les moyens d'acheter l'uniforme que portent ici les écoliers, mais qu'importe. Sa fille sera belle pour son entrée à l'école, se dit-elle. Elle s'est levée à l'aube pour lui préparer son repas. Il n'y a pas de cantine, chaque enfant doit apporter son déjeuner. Elle a cuisiné du riz auquel elle a ajouté un petit peu de curry, celui qu'elle réserve pour les grandes occasions. Elle espère que Lalita mangera avec appétit pour son premier jour d'école. Il faut de l'énergie pour apprendre à lire et à écrire. Elle a placé le repas dans une lunchbox improvisée, une boîte en fer soigneusement nettoyée, qu'elle a elle-même décorée. Elle ne veut pas que Lalita ait honte devant les autres. Elle saura lire, tout comme eux, comme les enfants des Jats. Mets-toi de la poudre, occupe-toi de l'hôtel, vite. Dans l'unique pièce de la cahute, qui sert tout à la fois de cuisine, de chambre et de temple, Lalita est chargée de nettoyer le petit autel consacré aux dieux. Elle allume une bougie et la place près des images pieuses. C'est elle qui agite le grelot à la fin des louanges. Ensemble, Smita et sa fille récitent une prière à l'attention de Vishnu, le dieu de la vie et de la création, le protecteur de tous les humains. Lorsque l'ordre du monde est perturbé, il s'incarne pour descendre sur terre et y remédier. Prenant tour à tour la forme d'un poisson, d'une tortue, d'un sanglier, d'un homme-lion, ou même d'un homme. Lalita aime s'asseoir près du petit autel le soir, après le repas, et écouter sa mère lui raconter l'histoire des 10 avatars de Vishnu. Lors de sa première incarnation humaine, il a défendu la caste des brahmanes contre les Kshatriyas et a rempli 5 lacs de leur sang. Lalita frissonne toujours à l'évocation de ce récit. Elle prend garde dans ses jeux à ne pas écraser la moindre fourmi, la moindre araignée. On ne sait jamais. Vishnu est peut-être là, tout près, incarné dans l'une de ces misérables créatures. Un dieu au bout de son doigt. L'idée lui plaît, et l'effraie en même temps. Nagarajan aussi aime écouter Smita. Le soir, près de l'autel, sa femme est une formidable conteuse. Elle qui ne sait pourtant pas lire. Ce matin, pas de temps pour les histoires. Nagarajan est parti tôt, comme à son habitude, dès le lever du jour. Il est chasseur de rats, comme son père avant lui. Il travaille dans les champs des Jats. C'est une tradition ancestrale, un savoir-faire transmis en guise d'héritage. L'art d'attraper les rats à main nue. Les rongeurs mangent les récoltes et fragilisent le sol en y creusant des galeries. Nagarajan a appris à reconnaître ces trous minuscules dans la terre, si caractéristiques. Il faut être attentif, disait son père, et patient. N'aie pas peur. Au début, tu seras mordu. Tu vas apprendre. Il se souvient de sa première prise à l'âge de 8 ans, quand il avait introduit sa main dans le trou. Une douleur fulgurante lui avait traversé la chair. Le rat avait mordu cet espace tendre entre le pouce et l'index, où la peau est si fine. Nagarajan avait crié et retiré sa main ensanglantée. Son père avait ri. « Tu t'y prends mal. Il faut être plus rapide. Tu dois le surprendre. Recommence. » Nagarajan avait peur. Il avait retenu ses larmes. « Recommence. » Il s'y était repris à 6 fois, 6 morsures, avant de sortir le rat énorme de sa cachette. Son père saisit l'animal par la queue, lui avait fracassé la tête comme une pierre, contre une pierre, avant de le tendre à nouveau à son fils. « Voilà, avait-il dit simplement. Nagarajan avait saisi le rat mort, comme on prend un trophée, et l'avait rapporté à la maison. Sa mère avait d'abord pansé sa main, puis elle avait fait griller le rat. Ils l'avaient mangé ensemble, au dîner. Les Dalis, comme Nagarajan, ne touchent pas de salaire. Ils ont juste le droit de garder ce qu'ils prennent. C'est une forme de privilège. Les rats appartiennent aux Jats,
comme les champs et tout ce qui se trouve au-dessus et en dessous. Griller, ce n'est pas mauvais. Ça ressemble au poulet, disent certains. C'est le poulet du pauvre, celui des Dali. La seule viande dont il dispose. La Garajan raconte que son père mangeait les rats entiers, avec la peau et les poils, ne laissant que la queue, indigeste. Il plantait la bête sur un bâton, la faisait griller au-dessus du feu avant de la croquer tout entière. Lalita rit lorsqu'il raconte cette histoire. Smita, elle, préfère enlever la peau. Le soir, il mange les rats de la journée avec du riz, dont Smita garde l'eau de cuisson qu'elle sert en guise de sauce. Parfois, il y a aussi des restes donnés par les familles dont elle vide les toilettes, qu'elle apporte et partage avec les voisins. Ton bindi, n'oublie pas. Lalita fouille dans ses affaires et en sort un petit flacon de vernis, trouvé un jour en jouant sur le bord du chemin. Elle n'a pas osé dire à sa mère qu'elle l'avait dérobé alors qu'il venait de tomber du sac d'une passante. Le flacon avait roulé dans le fossé où l'enfant l'avait ramassé, le serrant comme un trésor pour le dissimuler. Elle avait rapporté son butin le soir même en prétextant l'avoir trouvé, gonflée d'un sentiment de joie en même temps que de honte, si Vishnu savait. Smita prend le flacon des mains de sa fille et dessine sur son front un rond rouge vermillon. Il faut que le cercle soit parfait. C'est une technique délicate qui demande un peu d'entraînement. Elle tapote doucement le vernis du bout de son doigt avant de le fixer avec de la poudre. Le bindi, le troisième œil, comme on l'appelle ici. Il retient l'énergie et augmente la concentration. Lalita en aura besoin aujourd'hui, se dit sa mère. Elle contemple le petit cercle régulier sur le front de l'enfant et sourit. Lalita est jolie. Elle a les traits fins, les yeux noirs, sa bouche étourlée comme le contour d'une fleur. Elle est belle dans son sari vert. Smita se sent pleine de fierté devant sa fille en écolière. Elle mange peut-être du rat, mais elle saura lire, se dit-elle, tandis qu'elle lui prend la main et l'entraîne vers la grande route. Elle va l'aider à traverser. Ici, les camions affluent dès le matin et roulent vite. Il n'y a pas de signalisation ni de passage réservé aux piétons. Tandis qu'elle s'avance, Lalita lève les yeux vers sa mère, inquiète. Ce ne sont pas les camions qui l'effraient, ce monde nouveau, inconnu de ses parents, dans lequel elle va devoir pénétrer seule. Smita sent le regard implorant de l'enfant. Il serait si facile de rebrousser chemin, de prendre le panier en jonc, de l'emmener avec elle. Mais non, elle ne verra pas Lalita vomir dans le fossé. Sa fille ira à l'école. Elle saura lire, écrire et compter. Applique-toi, obéis, écoute le maître. La fillette a l'air perdue, soudain, si fragile que Smita voudrait la prendre dans ses bras et ne plus jamais la lâcher. Elle doit lutter contre cet élan, se faire violence. L'instituteur a dit « d'accord » lorsque Nagarajan est allé le voir. Il a contemplé la boîte dans laquelle Smita avait glissé toutes leurs économies, des pièces soigneusement mises de côté, des mois durant, à cet effet. Il s'en est emparé et a dit « d'accord ». Smita le sait, tout fonctionne ainsi. L'argent est force de persuasion ici. Nagarajan est revenu annoncer la bonne nouvelle à sa femme, et ils se sont réjouis. Elle traverse, et tout à coup, c'est là, maintenant, le moment de lâcher la main de sa fille de l'autre côté de la route. Smita voudrait tant dire « Réjouis-toi, tu n'auras pas ma vie, tu seras en bonne santé, tu ne tousseras pas comme moi, tu vivras mieux et plus longtemps, tu seras respecté. Tu n'auras pas sur toi cette odeur infâme, ce parfum indélébile et maudit. Tu seras digne. Personne ne te jettera des restes comme un chien. Tu ne baisseras plus jamais la tête, ni les yeux. » Smita aimerait tant lui dire tout ça. Mais elle ne sait comment s'exprimer, comment dire à sa fille ses espoirs, ses rêves un peu fous, ce papillon qui bat dans son ventre. Alors, elle se penche vers elle et lui dit simplement « Va ». Giulia, Palerme, Sicile. Giulia s'éveille en sursaut. Elle a rêvé de son père cette nuit. Enfant, elle aimait tant l'accompagner faire sa tournée. Tôt le matin, ils montaient ensemble sur sa Vespa. Elle ne grimpait pas à l'arrière, mais à l'avant, sur les genoux de son père. Elle aimait plus que tout le vent dans ses cheveux, cette impression grisante, d'infini et de liberté que la vitesse produit. Elle n'avait pas peur. Les bras de son père l'entouraient, rien ne pouvait lui arriver. Elle criait dans les descentes, de plaisir et d'excitation. Elle regardait le soleil se lever sur les côtes de Sicile, l'agitation naissante dans les faubourgs, la vie qui s'éveille et s'étire.
Plus que tout, elle aimait sonner aux portes. « Bonjour, c'est pour la cascatura », annonçait-elle fièrement. Les femmes parfois lui donnaient une friandise ou une image, en lui confiant leur sachet de cheveux. Julia récupérait fièrement le butin qu'elle tendait au pape. Il sortait de son sac la petite balance en fonte qu'il emportait partout, héritée de son père et de son grand-père avant lui. Il pesait les mèches pour en estimer la valeur et donnait à la femme quelques pièces. Jadis, les cheveux étaient échangés contre des allumettes, mais à l'arrivée des briquets, leur commerce s'était éteint. Maintenant, on payait argent comptant. Son père évoquait souvent en riant ces personnes âgées, trop fatiguées pour quitter leur chambre, qui descendaient au bout d'une corde un panier contenant leurs cheveux. Il les saluait d'un geste, prenait les mèches avant de placer l'argent dans le panier qui remontait par le même procédé. Julia se souvient de cela, le rire de son père lorsqu'il lui racontait. Puis, ils repartaient tous deux vers d'autres maisons. Arrivederci. Chez les coiffeurs, le butin était plus conséquent. Julia aimait l'expression de son père lorsqu'il recevait une tresse de cheveux longs, les plus rares et les plus chers. Il les pesait, les mesurait, en touchait la texture et la densité. Il payait, remerciait, repartait. Il fallait faire vite. Rien qu'à Palerme, l'atelier Lanfredi comptait 100 fournisseurs. Il se dépêchait. Il serait de retour pour le déjeuner. Un instant encore, l'image est là. Julia a 9 ans sur la Vespa. Les quelques secondes qui suivent sont floues, confuses, comme si la réalité peinait à faire le point et se mêlait au rêve qui vient de s'achever. C'est donc vrai. Le papa a eu un accident la veille, pendant sa tournée. Pour une raison inexpliquée, sa Vespa a quitté la route. Il le connaît pourtant, ce chemin. Il l'a emprunté des centaines de fois. Un animal a dû traverser, ont dit les pompiers. À moins qu'il n'ait fait un malaise, nul ne sait. Il est entre la vie et la mort à présent, à l'hôpital Francesco Saverio. Les médecins refusent de se prononcer. Il faut se préparer au pire, ont-ils dit à la maman. Le pire, Julia ne peut l'envisager. Un père, ça ne meurt pas. Un père, c'est éternel, c'est un roc, un pilier, surtout le sien. Pietro Lanfredi est une force de la nature. Il nous fera un centenaire, a l'habitude de dire son ami le docteur Signore, en buvant avec lui un verre de grappa. Lui, Pietro, le bon vivant, le jouisseur, le papa, l'amateur de bon vin, le patriarche, le patron, le colérique, le passionné, lui, son père adoré, ne peut pas s'en aller. Pas maintenant. Pas comme ça. Aujourd'hui, on célèbre Santa Rosalia. Quelle sombre ironie, se dit Julia. Toute la journée, les palermitains en liesse vont défiler en hommage à leur sainte patronne. La festinue va battre son plein comme chaque année. Selon la coutume, son père a donné congé aux ouvrières afin qu'elles participent aux célébrations. La procession le long du Corso Ettore Emanuele, puis le feu d'artifice sur le Foro Italico, à la nuit tombée. Julia n'a pas le cœur à la fête. En tentant d'ignorer les manifestations de joie dans les rues, elle se rend au chevet de son père avec sa mère et ses sœurs. Sur son lit d'hôpital, le papa n'a pas l'air de souffrir. Cette pensée la console un peu. Son corps jadis puissant paraît si fragile aujourd'hui qu'on dirait un enfant. Il semble plus petit qu'avant, songe-t-elle, comme s'il avait rétréci. C'est peut-être cela qui se produit quand l'âme s'en va. Elle chasse aussitôt de son esprit cette funeste pensée. Son père est là, il vit encore. Il faut se raccrocher à ça. Une commotion cérébrale, selon les médecins. Un mot qui signifie « on ne sait pas ». Personne ne peut dire s'il va vivre ou mourir. Lui-même semble n'avoir pas choisi. Il faut prier, dit la mamma. Ce matin, elle demande à Giulia et à ses sœurs de l'accompagner à la procession de Santa Rosalia. La Vierge fleurie fait des miracles, dit-elle. Elle l'a prouvé par le passé en sauvant la ville de la peste. Il faut aller l'invoquer. Giulia n'aime guère ces manifestations de ferveur religieuse, ni la foule dont elle redoute les mouvements inopinés. En outre, elle ne croit pas à tout cela. Bien sûr, elle a été baptisée, a fait sa communion. Elle se rappelle ce jour où, vêtue de la traditionnelle robe blanche, elle a reçu pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie, sous le regard pieux et intense de sa famille réunie. Ce souvenir est, d'entre tous, l'un des plus beaux de sa vie. Mais aujourd'hui, elle n'a pas envie de prier. Elle voudrait rester près du pape. Sa mère insiste.
Si les médecins sont impuissants, Dieu seul peut la sauver. Elle semble si convaincue que Julia soudain envie sa foi, cette foi du charbonnier qui ne l'a jamais quittée. Sa mère est la femme la plus pieuse qu'elle connaisse. Elle se rend chaque semaine à l'église pour des messes en latin, dont elle ne comprend rien, ou si peu. Il n'y a pas besoin de comprendre pour honorer Dieu, se plaît-elle à répéter. Julia finit par céder. Ensemble, elles rejoignent le cortège et la foule des admirateurs de Santa Rosalia entre la cathédrale et le Quattrocanti. Une marée humaine se presse là pour rendre hommage à la Vierge fleurie, dont la gigantesque statue est portée dans les rues. En ce mois de juillet, il fait chaud à Palerme. Une touffeur accablante baigne la ville et ses avenues. Au milieu du cortège, Julia suffoque. Elle sent ses oreilles bourdonner, sa vue se brouiller. Profitant de ce que la mère s'arrête pour saluer une voisine qui s'enquiert de l'état du pape, la nouvelle a fait le tour du quartier, Julia s'écarte du défilé. Elle se réfugie dans une ruelle à l'ombre pour se rafraîchir à l'eau d'une fontaine. L'air redevient respirable. Alors qu'elle reprend ses esprits, des éclats de voix retentissent dans la rue un peu plus loin. 2 carabinieri en uniforme apostrophent un homme à la peau sombre. De forte stature, il porte un turban noir, que les gardiens de l'ordre le somment de retirer. L'homme proteste, dans un italien impeccable, ponctué d'un accent étranger. Il est en règle, dit-il, en montrant ses papiers. Mais les gendarmes ne l'écoutent pas. Il s'énerve, menace de l'emmener au poste, s'il persévère dans son refus d'obtempérer. Une arme peut être cachée sous ce couvre-chef, affirme-t-il. En ce jour de défilé, rien ne doit être laissé au hasard. L'homme tient bon. Son turban est un signe d'appartenance à sa religion. Il a interdiction de l'enlever en public. En outre, il n'empêche pas de l'identifier, poursuit-il. Il apparaît ainsi sur sa carte d'identité. Un privilège accordé aux Sikhs par le gouvernement italien. Julia observe la scène d'un air troublé. L'homme est beau, de stature athlétique. Il a des traits fins, la peau sombre et les yeux étrangement clairs. Il est âgé d'une trentaine d'années, tout au plus. Les carabinieri haussent le ton. L'un d'eux commence à le bousculer. L'attrapant fermement, ils finissent par l'entraîner en direction de la gendarmerie. L'inconnu ne résiste pas. Dans une attitude à la fois digne et résignée, il passe devant Julia, encadré par les carabiniers. L'espace d'un instant, leurs regards se croisent. Julia ne baisse pas les yeux, l'étranger non plus. Elle le regarde disparaître au coin de la rue. « Que fai ?» Francesca arrive derrière elle et la fait sursauter. « On te cherche partout, andiamo, dai !» À regret, Julia reprend le chemin du cortège derrière sa sœur aînée. Le soir, elle a du mal à trouver le sommeil. L'image de l'homme à la peau sombre lui revient. Elle ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il est devenu, ce que les gendarmes lui ont fait. L'ont-ils inquiété, battu, renvoyé dans son pays? Son esprit se perd en conjectures vaines. Une question, plus que toute autre, la tourmente. Aurait-elle dû intervenir? Et qu'aurait-elle pu faire? Elle se sent coupable de sa passivité. Elle ignore pourquoi le sort de l'inconnu l'intrigue ainsi. Un sentiment étrange s'est emparé d'elle lorsqu'il l'a regardée. Un sentiment qu'elle ne connaît pas. Est-ce de la curiosité? De l'empathie? À moins que ce ne soit autre chose, qu'elle ne sait pas nommer. Sarah, Montréal, Canada. Sarah vient de tomber, dans la salle du tribunal, au milieu d'une plaidoirie. Elle s'est d'abord interrompue, le souffle court, regardant autour d'elle comme si soudain elle ne savait plus où elle était. Elle a tenté de reprendre le fil de son argumentaire, malgré la pâleur de son teint et le tremblement de ses mains qui seuls trahissaient son malaise. Puis sa vue s'est brouillée, son champ de vision obscurci, son souffle est devenu court, son rythme cardiaque s'est ralenti. Le sang a quitté son visage, comme une rivière abandonnant son lit. Sarah s'est effondrée sur elle-même à la manière de tour jumelle du World Trade Center, qu'on disait inébranlable. Sa chute s'est faite en silence. Elle n'a pas protesté, n'a pas appelé à l'aide. Elle s'est écroulée sans un bruit, comme un château de cartes, presque avec grâce. Lorsqu'elle ouvre les yeux, un homme est penché sur elle, vêtu d'un uniforme de pompier. « Vous avez fait un malaise, madame. On vous emmène à l'hôpital. » L'homme a dit « Madame ». Sarah est en train de reprendre conscience, mais le détail ne lui échappe pas. Elle déteste qu'on lui donne du madame.
Le mot claque sur elle comme une gifle. Au cabinet, tous le savent. On l'appelle maître ou mademoiselle, jamais madame. 2 fois mariée, 2 fois divorcée. Les effets s'annulent. Et puis Sarah l'exècre, ce mot qui signifie « Vous n'êtes plus une jeune femme, une demoiselle. Vous êtes passée dans la catégorie d'après. » Elle hait ces questionnaires où il faut cocher la tranche d'âge à laquelle on appartient. Il a fallu renoncer à la séduisante tranche des 30-39 ans pour passer à celle moins attrayante des 40-49. La quarantaine. Sarah ne l'a pas vue venir. Pourtant, elle a bien eu 38 ans. Elle a même eu 39 ans. Mais 40, non vraiment, elle ne s'y attendait pas. Elle ne pensait pas que cela viendrait si vite. Personne n'est jeune après 40 ans. Elle se souvient de cette phrase de Coco Chanel lue dans un magazine qu'elle avait aussitôt refermée. Elle n'avait pas pris le temps de lire la suite, mais on peut être irrésistible à tout âge. Mademoiselle. Sarah corrige immédiatement, en se redressant. Elle tente de se lever, mais le pompier l'arrête d'un geste à la fois doux et autoritaire. Elle proteste, évoque le dossier qu'elle était en train de plaider. Une affaire urgente de la première importance, comme elles le sont toujours. Vous vous êtes coupé en tombant, on doit vous faire des points. À côté d'elle se tient Inès, la collaboratrice qu'elle a recrutée, et qui l'assiste dans ses dossiers. La jeune femme l'informe que l'audience a été reportée. Elle vient d'appeler le cabinet pour décaler ses rendez-vous suivants. Comme toujours, Inès est réactive, efficace, en un mot parfaite. Elle semble inquiète pour Sarah, propose de l'accompagner à l'hôpital, mais celle-ci préfère la renvoyer au cabinet. Elle sera plus utile là-bas, pour préparer l'assignation du lendemain. Tandis qu'elle patiente dans le service des urgences du Tchoum, Sarah songe qu'en dépit de son nom charmant, qui évoque ici un petit ami, une petite amie et connote une relation amoureuse, le CHU de Montréal n'a rien d'attrayant. Elle finit par se lever pour s'en aller. Elle n'a pas l'intention de patienter 2 heures pour 3 points sur le front. Un simple pansement suffira. Elle doit retourner travailler. Un médecin la rattrape, la fait s'asseoir. Elle doit attendre d'être examinée. Sarah proteste, mais n'a d'autre choix que d'obtempérer. L'interne qui l'ausculte enfin a les mains longues et fines. Il a l'air concentré. Il lui pose de nombreuses questions, auxquelles Sarah répond de façon laconique. Elle ne saisit pas l'intérêt de tout cela. Elle va bien, elle le répète. Mais l'interne poursuit son examen. À contre-cœur, comme une suspecte à laquelle on arracherait des aveux, elle finit par l'admettre. Oui, elle est fatiguée en ce moment. Comment ne pas l'être lorsqu'on a 3 enfants, une maison à tenir, un frigo à remplir, en plus d'un travail à plein temps? Sarah ne dit pas que depuis 1 mois, elle se lève épuisée, que chaque soir, quand elle rentre, après avoir écouté le compte-rendu de Ron sur la journée des enfants, dîner avec eux, coucher les jumeaux et faire réciter ses leçons à Anna, elle s'effondre sur le canapé et s'endort avant d'avoir atteint la télécommande de cet écran géant qu'elle vient d'acheter et ne regarde jamais. Elle ne dit pas non plus cette douleur dans la poitrine du côté gauche qu'elle ressent depuis quelque temps. Sans doute rien. Elle n'a pas envie d'en parler. Pas là, pas maintenant. À cet inconnu en blouse blanche qui la dévisage d'un air froid. Ce n'est pas le moment. L'interne semble pourtant inquiet. Sa tension est basse, puis il y a cette pâleur. Sarah minimise, elle fait semblant, donne le change. Elle est douée pour ça. Après tout, c'est un métier. Tous connaissent cette boutade au cabinet. Quand sait-on qu'un avocat ment? Lorsque ses lèvres bougent. Elle est venue à bout des magistrats les plus retors de la ville. Ce n'est pas un jeune interne qui la fera tomber. Un simple coup de pompe, voilà tout. Un burn-out. Le terme la fait sourire. Une expression à la mode, galvaudée. Un bien grand mot pour un petit coup de fatigue. Elle n'a pas assez mangé ce matin, ou pas assez dormi. Pas assez baisé, serait-elle tentée d'ajouter avec humour. Et l'air sévère de l'interne la dissuade de toute tentative de rapprochement. C'est dommage, il serait presque beau avec ses petites lunettes et ses cheveux bouclés. Presque son genre. Elle va prendre des vitamines, s'il veut. Oui. En souriant, elle évoque un cocktail boostant dont elle a le secret. Café, cognac et cocaïne. Très efficace, il devrait essayer. L'interne n'est pas d'humeur à plaisanter. Il lui suggère de se reposer, de prendre un congé, lever le pied. Voilà le terme qu'il emploie. Sarah éclate de rire. On peut donc être médecin et avoir de l'humour? Lever le pied? Et comment? En vendant ses enfants sur eBay? En décidant qu'à partir de ce soir on ne mange plus?
en annonçant à ses clients qu'elle fait grève au cabinet? Elle gère des dossiers aux enjeux cruciaux qu'elle ne peut déléguer. S'arrêter, ce n'est pas une option. Prendre un congé, elle ne sait même plus ce que ça veut dire. Elle arrive à peine à se souvenir de ses dernières vacances. L'année précédente ou celle d'avant? L'interne laisse échapper cette phrase creuse qu'elle préfère ne pas relever. Personne n'est irremplaçable. Il n'a visiblement aucune idée de ce que signifie. Être associé chez Johnson et Lockwood. Aucune idée de ce que veut dire être dans la peau de Sarah Cohen. Elle veut s'en aller maintenant. L'interne tente de la retenir pour d'autres examens, mais elle se défile. Elle n'est pourtant pas du genre à remettre au lendemain. À l'école, elle était une bonne élève, une élève studieuse, disaient ses professeurs. Elle détestait faire le travail à la dernière minute. Elle aimait s'avancer, selon sa propre expression. Elle avait l'habitude de consacrer ses premières heures du week-end ou des vacances à ses devoirs. Elle se sentait plus libre ensuite. Au cabinet aussi, elle a toujours une longueur d'avance sur les autres. C'est ce qui lui a valu de progresser si vite. Elle ne laisse rien au hasard. Elle anticipe. Mais pas là, pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Alors, Sarah repart vers le monde, vers ses rendez-vous, ses conf calls, ses listes, ses dossiers, ses plaidoiries, ses réunions, ses notes, ses comptes rendus, ses déjeuners d'affaires, ses assignations, ses référés, ses 3 enfants. Elle retourne au front comme un bon petit soldat, remet ce masque qu'elle a toujours porté et qui lui va si bien, celui de la femme souriante à qui tout réussit. Il n'est pas abîmé, pas même fissuré. En arrivant au cabinet, elle rassurera Inès et ses collaborateurs. Ce n'était rien, et tout repartira comme avant. Dans les semaines qui suivront, il y aura cette visite de contrôle chez la gynécologue. Oui, je sens quelque chose, dira-t-elle en auscultant Sarah, et son visage alors se teintera d'inquiétude. Elle lui prescrira une série d'examens aux noms barbares qui font peur rien qu'à les prononcer. Mammographie, IRM, scanner, biopsie. Des examens qui à eux seuls sont presque un diagnostic, une condamnation. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Sarah quitte l'hôpital contre l'avis de l'interne. Pour l'instant, tout va bien. Tant qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. La pièce n'est pas plus grande qu'une chambre. On pourrait y mettre un lit, tout au plus. Et encore, ce serait un lit d'enfant. C'est là que je travaille, seule, jour après jour, dans le silence. Bien sûr, il y a des machines, mais le rendu est plus épais. Ici, pas de travail à la chaîne. Chaque modèle est un prototype. Et chacun d'eux fait ma fierté. Avec le temps, mes mains sont devenues presque indépendantes du reste de mon corps. Si le geste s'apprend, la rapidité s'acquiert au fil des ans. Je travaille depuis si longtemps, penchée sur ce métier, que mes yeux en sont usés. Mon corps est fatigué, perclus de rhumatisme. Et pourtant, mes doigts n'ont rien perdu de leur agilité. Parfois, mon esprit s'échappe de cet atelier et m'entraîne vers des contrées lointaines, vers des vies inconnues, dont les voix me parviennent comme un écho ténu et se mêlent à la mienne.